Bonjour à tous. Ce que je viens de servir sous vos yeux ébahis, c'est une petite boisson anisée qu'on pourrait qualifier de controversée puisqu'en général soit on l'adore, soit on la déteste. Et si on décompose ce charmant système apéritif, on retrouve un verre en verre, estampillé d'une marque que je ne citerai pas, à moins qu'il me transmette un gros billet sur mon compte en banque, avec une petite jauge pour bien doser le premier ingrédient, cet alcool transparent qu'on appelle le pastis. On ajoute ensuite de l'eau, elle aussi transparente, mais qui va pourtant prendre une teinte opaque par une réaction d'émulsion. En effet, les molécules qui donnent le goût anisé au pastis sont des molécules d'anétol, et si elles sont solubles dans l'éthanol, dans l'alcool, elles le sont beaucoup moins dans l'eau. Lors de la dilution, les molécules d'anétol vont donc se rassembler entre elles pour former des petites gouttelettes suffisamment grosses pour troubler la solution. Déjà, avec ces infos, vous pourrez facilement briller au repas de famille quand tonton Firmin se servira un petit jaune. Mais il reste dans ce verre un élément beaucoup plus intéressant. C'est le petit glaçon que j'y ai ajouté à la fin pour rendre la boisson encore plus désaltérante. Un glaçon, rien de bien folichon, me direz-vous, et j'admettrai qu'aujourd'hui, ça ne fait ni chaud ni froid à personne. Et pourtant, aujourd'hui, à Lyon, il fait environ 20 degrés Celsius. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'eau ne gèle qu'à partir de 0 degrés Celsius. Le glaçon, il est désirable justement parce qu'il fait chaud, mais parce qu'il fait chaud, il ne peut pas non plus exister naturellement. Thanks, Captain Obvious. Voilà désormais ce petit bout d'eau gelée extrêmement rare et désirable, ce qui naturellement suggère qu'il y a un peu de pognon à se faire. C'est en tout cas ce que s'est dit Frédéric Tudor, un entrepreneur né en 1783 sur la côte est des États-Unis à Boston, dans la Nouvelle-Angleterre. Tudor, il était donc américain, donc le pastis ça lui parlait pas trop. En revanche, les grosses tunasses un peu plus. Lancé dans les affaires à seulement 13 ans, avec l'obsession de devenir richissime, 13 ans, hein, prenez-en de la graine les grosses feignasses. L'avenir appartient à ceux qui s'aliènent tôt. Tudor va fonder un véritable empire sur le trafic de glace. Et c'est l'histoire qu'on va raconter dans ce nouvel épisode de Sortie d'usine. Alors, c'est sûr, bâtir une fortune sur des glaçons, c'est plutôt rigolo. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est la manière dont cet empire qui, à son apogée, brassait des centaines de millions de dollars, a soudainement, brusquement disparu, voyant l'intégralité de ses profits fondre comme neige au soleil. Soyons clairs tout de suite, notre héros du jour, Frédéric Tudor, n'a rien inventé du tout. Peu après, l'eau ça mouille et le feu ça brûle, les humains ont rapidement découvert la glace ça refroidit. Le souci, comme on l'a dit en intro, c'est que en général, quand on a besoin de refroidir des aliments, des boissons, que ce soit pour la conservation ou pour des bienfaits gastronomiques, en général c'est quand il fait chaud. Et manque de peau, quand il fait chaud, la glace est fond, donc c'est difficile d'en trouver en été. Bon, je crois que dans cette série, on a compris que nos ancêtres, ils étaient vraiment pas plus cons que nous aujourd'hui. Et en l'occurrence, ça fait 2500 ans qu'on a déjà trouvé des petites techniques pour contrer ce problème. Dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, on retrouve en Iran des vestiges de la technologie du yarchal. Une espèce de gros château en forme de dôme, à demi enterré dans le sol, d'un volume pouvant aller jusqu'à 5000 m3, et dont les murs épais d'au moins 2 mètres constituaient un très bon isolant entre l'extérieur et l'intérieur, entre la glace à conserver et les étendues désertiques écrasées par la chaleur étouffante des étés persans. Comme vous pouvez vous en douter, le processus mis en place à l'époque par les ingénieurs iraniens était d'aller dans les montagnes en hiver pour chercher de la glace, la redescendre dans les plaines et la stocker dans les yarchals. Ensuite, la structure servait tout simplement de glacière, dans laquelle on pouvait ensuite puiser de la glace pour préparer à manger ou des rafraîchissements. Encore mieux, en reliant l'intérieur du yarchal à une badguir, une tour à vent traditionnelle, on pouvait climatiser l'intérieur des palais en faisant circuler un air frais qui serait passé au contact de la glace. Alors déjà, mind blown. Les mecs, il y a 2500 ans, ils avaient déjà des frigos et la clim dans leur palais. Et oui, je dis palais parce que comme vous en doutiez sûrement, quand on parle de construire un réservoir de plusieurs milliers de mètres cubes en ville, c'est pas n'importe quel pécor qui peut se permettre ça pour pouvoir mettre des glaçons dans son pastis. Ni faire installer un système d'air conditionné, ni pouvoir aller importer de la glace qui vient de l'autre bout du pays. Les yarchals, qui ont continué à être construits pendant des millénaires, étaient dans leur extrême majorité destinés à la cour royale et à ses sommités, dont les titres ronflants ont certes évolué d'une dynastie et d'un régime à l'autre au cours des années, mais sans jamais se départir des principes à la papa de l'exploitation des bonnes âmes, dont le sang a le mauvais goût de ne pas être bleu. On parle d'Iran, mais évidemment c'est quelque chose qu'on pratiquait en Europe et en France depuis le Moyen-Âge. On retrouve d'ailleurs dans beaucoup de châteaux d'époque des
des structures qui ressemblent à des Erdchals un peu moins sophistiquées et qu'on appelle tout simplement des glacières. Ces bâtiments bien isolés, à demi enterrés, permettent également de stocker de la glace pendant plusieurs années afin de rafraîchir boissons et plats, mais également de préparer des glaces et des sorbets. Je sais pas pourquoi, je trouve ça particulièrement cynique de construire des structures juste pour préparer des sorbets à la glace pendant que le peuple crève littéralement de faim dans la rue. Et après, on s'étonne qu'on ait sorti la guillotine. Petit à petit, cependant, les usages de la glace se diversifient et son commerce apparaît timidement au début du XVIIe siècle. En particulier, en France, on a les fameuses glacières du Ventoux, dans les Alpes, où les habitants fabriquaient pendant l'hiver de gros cubes de glace en tassant de la neige dans des trous, de manière assez artisanale, pour ensuite aller la vendre à Avignon, Marseille, même jusqu'à Montpellier. Ceci pour la cuisine ou pour la conservation des cadavres. Allez. Après, comme je vous disais, ça reste dans des proportions assez faibles, puisque selon Sylvestre Clapp, qui est donc directeur des archives de la ville d'Avignon, en 1724, c'est environ 22 tonnes de glace qui parviennent à Montpellier, avec 50% de pertes sur la route. Et ouais, la glace, une fois que tu l'as sortie de son trou, elle commence à fondre. Et outre-Atlantique alors, chez Monsieur Tudor, les volumes, ils sont guère plus élevés. En Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des États-Unis, on a certes beaucoup de glace en hiver, mais les seuls capables d'en faire la consommation en été, c'est ceux qui ont les moyens d'avoir leur propre glacière. Mais certains paysans, pas forcément très fortunés, profitent des rudes hivers pour extraire des lacs et des étangs situés sur leur propriété de gros blocs de glace qu'ils vont ensuite stocker dans des trous et réutiliser en été afin de conserver leur production. Le truc, c'est qu'à mesure que les métropoles de Nouvelle-Angleterre, et en particulier la ville de New York juste au sud, voient leur population croître, les fermiers découvrent un nouveau débouché économique pour cette glace stockée souvent en excès, qu'ils vont vendre avec leurs autres produits sur les marchés citadins. Comme pour les glacières du Ventoux, on reste sur quelque chose d'assez local dans des proportions plutôt modestes, principalement parce que le mode de production reste artisanal et sur le côté. La demande existe dans la région, d'autant que la richesse croissante des New-Yorkais ouvre une place dans les porte-monnaies pour les produits de luxe, mais l'offre n'arrive pas à s'aligner pour les raisons précédemment citées. Et c'est là que Frédéric Tudor, qui rappelons-le rêvait de devenir richissime tel un chat iranien pour remplir ses palais de sorbets et de climatisation, se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Une forte demande, probablement encore plus grande dans les États du Sud. Une offre qui ne sait pas se mettre au niveau, c'est une poule aux œufs d'or qui s'ignore, se dit Tudor. Un marché quasiment vierge, seulement occupé par quelques productions artisanales. Où une vraie entreprise bien ambitieuse, bien cynique, pourrait imposer un monopole en seulement quelques années, avant même qu'un concurrent puisse émerger. Ça, c'est le pitch de Fredo dès l'instant zéro. Maintenant, il va s'agir de voir ce que notre start-upper a vraiment dans le ventre. Dès le début, l'objectif final de Frédéric Tudor est de vendre de la glace dans les Caraïbes, où il est persuadé que l'élite locale sera prête à mettre le prix pour cette denrée de luxe qui est la glace. Mais notre Fredo, il est plutôt pragmatique, et il décide de d'abord tester le transport jusqu'au sud des États-Unis. Ça tombe bien parce qu'à cette époque, il y a un grand nombre de bateaux qui font l'aller-retour entre la Nouvelle-Orléans et la Nouvelle-Angleterre, afin d'y transporter le coton produit dans les plantations vers les usines textiles de Boston. Les soutes ne sont donc chargées que du sud vers le nord, et les transporteurs sont bien contents de trouver une cargaison différente de simples rochers pour lester leur navire, surtout si en plus il y a moyen de se faire un petit billet au passage. Le système est malin, il fonctionne plutôt bien, et Tudor peut même ouvrir des comptoirs commerciaux en Louisiane pour y vendre de la glace au détail. En 1806, il peut même acheter son premier voilier à l'âge de seulement 23 ans. Alors les Félias, 23 ans ? Moi j'en ai 26, je fais des vidéos sur YouTube. Il va ensuite affréter ce petit navire de 130 tonneaux vers les Caraïbes, la Martinique, Cuba, la Jamaïque, pour tenter d'y livrer quelques tonnes de glace. Avec un bilan assez mitigé, le produit s'y arrache effectivement à prix d'or, en particulier populaire auprès des propriétaires colons de plantations, mais près de la moitié de la cargaison a fondu pendant le transport et un dernier quart ayant disparu pendant le déchargement et le stockage. Tout ça fait que Tudor ne rentre pas vraiment dans ses frais. Depuis le début, on parle de Tudor comme d'une sorte de génie du capitalisme qui sortirait de l'ESSEC ou d'HEC, mais qui n'aurait rien inventé de technique. Mais en vrai, après ses premières expériences plutôt ratées, notre businessman va être obligé d'investir dans l'innovation, pour améliorer la rentabilité de son affaire. Il va notamment développer de nombreuses manières d'améliorer l'isolation des blocs de glace lors du transport. Et pour cela, puisqu'il est vraiment malin, il va récupérer de la sciure de bois dans les scieries de Nouvelle-Angleterre pour l'utiliser comme isolant entre les blocs, et éviter ainsi qu'il fusionne. Ces blocs, il va d'ailleurs en standardiser la taille, pour faciliter le transport mais aussi le stockage. C'est surtout sur le stockage finalement qu'il va investir, puisqu'il va faire construire des entrepôts spécialisés sur place, des sortes de grosses glacières géantes, pour pouvoir y stocker la glace qu'il importe et donc la vendre sans en perdre trop. D'ailleurs, on vous disait que Tudor il espérait créer un monopole sur le trafic de glace. Ça, il y est jamais vraiment parvenu. Par contre, en installant des glacières partout, des entrepôts partout, il a quand même réussi à obtenir l'exclusivité du commerce sur place. Parce que tous les concurrents
concurrents étaient obligés de passer par ces entrepôts glaciers. Pour finir, depuis les Caraïbes, il va également rentabiliser le voyage en récupérant des fruits sur place et en les important aux États-Unis. Tout ça fait que Tudor commence à dégager des bénéfices au début des années 1810. Bon, il s'est pas mal endetté lors des années précédentes, il va même faire un petit tour en prison pour dette entre 1812 et 1813. Vous savez, vous pouvez pas donner plus que vous n'avez. C'est pas la prison qui me fait peur. Mais l'affaire est maintenant lancée et les volumes transportés vont croître exponentiellement. Les autres marchands, qui se moquaient de lui à la base, vont maintenant chercher à imiter ce superbe capitaliste. Mais Tudor a une belle longueur d'avance et va profiter de la mondialisation effrénée du 19e siècle pour ouvrir de nouvelles routes commerciales avec le Brésil, puis avec l'Inde, puis l'Indonésie et puis pourquoi pas l'Australie. Le mec livre littéralement partout, les élites du monde entier s'arrachent ses glaçons. Perfectionnant ses techniques en parallèle, Tudor va même faire construire une ligne de chemin de fer entre Boston, d'où partent les bateaux, et Fresh Pond, le lac qui lui appartient et dont est extraite la glace qui part dans le monde entier. De New York, dans un long drink, symbole de la bonne société, à Calcutta, où les plus hautes castes ont obtenu du colon britannique une levée des taxes douanières sur la glace. Dans le monde entier, brahmanes, hauts fonctionnaires chinois, généraux coloniaux ou sultans ottomans, les élites diverses et variées de l'humanité ont pour point commun de toutes glisser à l'apéritif des petits bouts d'eau gelée provenant du lac de Fresh Pond dans le Massachusetts. Une étendue d'eau d'une superficie de seulement 63 hectares qui a pourtant permis à Frédéric Tudor de dégager une fortune qu'on estime en dollars modernes à 200 millions de dollars. J'aime imaginer qu'un anarchiste altermondialiste ait pu aller se soulager volontairement dans ce lac, savourant ensuite l'idée que les puissants du monde entier glissaient alors tous dans leur pastis des petits glaçons de son urine. C'est aussi ça la beauté de la mondialisation. Tudor meurt finalement en 1864, laissant à ses héritiers un empire commercial de toute évidence extrêmement rentable, avec une demande en perpétuelle croissance et un quasi-monopole international. Enfin, c'est ce que Fredo a dû se dire avant de lui-même refroidir. Parce que, comme vous vous en doutez, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et si Fredo avait pu en discuter avec Joseph Schumpeter, né 20 ans après sa mort, il aurait sûrement pu prévoir le désastre qui lui pendait au nez. Et oui, ce qui va se passer est tout à fait naturel et l'industrie de Frédéric Tudor va disparaître pour les mêmes raisons que ce qui lui ont permis d'émerger et de former un énorme monopole. L'innovation technique. En fait, depuis les années 1750, on connaît déjà des réactions chimiques, des propriétés physiques permettant de refroidir de l'eau même quand il fait plus que 0 degré Celsius. Concrètement, ça veut dire qu'on sait fabriquer de la glace artificielle sans avoir besoin d'aller l'extraire dans la nature. Il faut cependant attendre un siècle, soit vers 1850, pour que des systèmes capables d'en produire à une échelle industrielle commencent à être étudiés, sans beaucoup de succès. Le fonctionnement est toujours plus ou moins le même, exploiter le principe de chaleur latente des changements d'état de la matière. Sans rentrer trop dans les détails, je vais essayer de vous expliquer quand même ce que signifie ce terme barbare. Quand on a de l'eau liquide par exemple, qu'elle a une température de 20 degrés Celsius et qu'on veut la geler, on va devoir descendre sa température jusqu'à 0 degrés Celsius. Donc là déjà, faire baisser la température, ça correspond à un apport d'énergie négative, donc on va retirer de l'énergie à l'eau. Mais là encore, l'eau ne gèle pas immédiatement. Si on absorbe exactement l'énergie qui correspond à l'écart entre 20 et 0 degrés Celsius, on va obtenir de l'eau liquide à 0 degrés Celsius. Pour que cette eau à 0 degré devienne de la glace à 0 degré, il va falloir encore absorber de l'énergie. Absorber une certaine quantité de chaleur qu'on appelle la chaleur latente. Elle existe d'ailleurs aussi pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. D'ailleurs la transpiration, c'est pour ça que c'est aussi efficace pour nous rafraîchir. Parce que les petites gouttelettes de sueur là qu'on a sur notre peau, pour s'évaporer, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, elles vont devoir absorber de l'énergie, la chaleur latente de l'évaporation. Et c'est bien en retirant cette chaleur de notre peau qu'elles vont nous rafraîchir. Avec cette info, vous pourrez mieux comprendre la partie sur la théorie du coureur de fond dans l'épisode sur Gillette. Autre élément physique intéressant pour bien comprendre les systèmes de réfrigération modernes, parce que oui, c'est toujours ça qu'on utilise aujourd'hui, on a la fameuse loi des gaz parfaits, PV égale nRT, qui relie la température d'un gaz à sa pression. Ça signifie qu'en manipulant la pression d'un gaz, on va pouvoir impacter sa température. Pour faire simple, dans un frigo, on fait circuler un fluide qu'on appelle le fluide frigorigène, auquel on va faire subir, grâce à de l'énergie mécanique, des compressions et des détentes. Donc ça veut dire on va augmenter sa pression, puis on va la diminuer. Cela afin de forcer le fluide à se condenser ou à s'évaporer dans des zones spécifiques du cycle. Quand il va s'évaporer, le fluide va absorber de l'énergie. Donc on va le faire au contact de l'intérieur du frigo. Par contre, quand il va se condenser, là, il va en relâcher de l'énergie. Et ça, on va le faire avec l'extérieur du frigo. Donc concrètement, grâce à notre cycle qui est alimenté par l'énergie mécanique, donc de l'énergie électrique,
on est capable de prendre de la chaleur à l'intérieur de l'habitacle et de la relâcher à l'extérieur. Et c'est aussi le principe des climatiseurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller chercher de la glace dans les montagnes. On peut la fabriquer sur place pour refroidir notre pastis. Et d'ailleurs, c'est bien ce que j'ai fait, hein. Mes glaçons, je suis pas allé les chercher dans l'Himalaya. Ça veut aussi dire que Frédéric Tudor, il peut aller pointer à Pôle emploi. Ou à France Travail, je crois que c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Certes, le froid artificiel met du temps à devenir rentable, compétitif face aux importations de glace, pour des raisons techniques, mais aussi parce que les consommateurs préfèrent la glace du Fresh Pond, qui est particulièrement transparente, alors que la glace artificielle, elle est un peu trouble. Mais avec l'évolution du niveau de vie et l'explosion de la demande, la glace artificielle va petit à petit gagner du terrain jusqu'à enterrer complètement notre industrie de la glace, qui a aujourd'hui complètement disparu. C'est l'innovation, la création d'un nouveau secteur économique, les systèmes réfrigérants, qui a détruit l'ancien secteur, le commerce de la glace. Et c'est ce principe qu'on appelle la destruction créatrice. Et il est fondamental pour comprendre le capitalisme moderne. Joseph Schumpeter, c'est un économiste autrichien naturalisé américain, né en 1883 et dont les théories, assez nouvelles à l'époque et plutôt hétérodoxes pour le milieu, ont marqué l'histoire de l'économie et des théories libérales. Par exemple, même si c'est un fiefé défenseur du capitalisme, il rejoint Marx sur un certain nombre de sujets, notamment en prédisant la fin inévitable du capitalisme. Sans faire un biopic sur ce personnage qui mériterait presque une vidéo à part entière, il explique notamment que par l'élévation du niveau de vie grâce au capitalisme, les sociétés vont produire via la généralisation des études une quantité d'élites intellectuelles de plus en plus grande, mais auxquelles ils ne seront pas en mesure d'offrir un statut d'élite économique. Ah ouais, si on se met à produire plus d'élites que de pauvres, la pyramide elle peut pas s'inverser, ça marche pas. Donc ce que dit Schumpeter, c'est qu'on va avoir une grande quantité de gens qui vont avoir des diplômes, qui vont être formés, mais qui vont pas trouver des emplois qui les mettront en haut de la pyramide. Ça va créer beaucoup de ressentiments, beaucoup de sentiments d'injustice et une culture anticapitaliste parmi les élites. Ce qui conduira inévitablement les sociétés capitalistes à établir des gouvernements socialistes, qui répartissent les revenus. Et ça, Schumpi, il trouve ça quand même drôlement dommage. Une autre de ces théories célèbres, c'est donc notre fameuse destruction créatrice, qui encore une fois décrit, il me semble, assez bien un des rouages du capitalisme. Dans notre monde, la croissance économique est principalement portée par l'innovation technique. Cette innovation, elle peut passer par de nouveaux biens, comme les réfrigérateurs, ou tout simplement l'exploitation de nouvelles ressources, mais ça peut aussi être via de nouvelles méthodes de production, de nouveaux débouchés économiques, ou même une nouvelle organisation du travail. Et cette innovation, que Schumpeter qualifie d'ouragan perpétuel, waouh! Si elle génère de nouveaux revenus pour ceux qui en sont à l'origine, elle va surtout détruire les revenus de ceux qui pratiquent l'ancienne activité, qui n'est plus compétitive, comme par exemple notre transport de glace. Et ça peut avoir à court terme, de l'aveu de Jojo lui-même, des conséquences désastreuses pour l'emploi, voire même mécaniquement transformer le paysage des inégalités d'une région à l'autre, puisque l'innovation va rebattre les cartes. On a donc une création qui provoque une destruction, d'où le terme de destruction créatrice. Même si en fait c'est plus de la création destructrice, il me semble. Enfin, pour Schumpi, c'est très bien comme ça. On l'a dit, c'est un capitaliste convaincu, donc d'après lui, si une innovation vient écraser un ancien secteur économique parce qu'elle est plus compétitive, plus intéressante, c'est forcément une avancée pour l'humanité. Ce qui est pas forcément débile si on réfléchit uniquement en termes de biens matériels, de production et de pépettes quoi. Bref, en termes de croissance telle qu'on la calcule aujourd'hui. C'est pour ça que tous les libéraux comme Macron ou Bruno Le Maire ont le corps caverneux qui se gonfle de sang quand on leur parle d'innovation. Or, phénomène économique et monétaire, c'est une des sources principales de la croissance du PIB. Cette même croissance sur laquelle se base tout notre système économique. Frédéric Tudor a disparu parce qu'il devait disparaître pour le bien de l'humanité. Les congélos l'ont tué parce qu'il fallait qu'il le tue. C'était moral de le faire. Dit comme ça, c'est un peu violent, mais vous avez l'idée générale. Évidemment, vous vous en doutez, ici, on partage pas forcément le point de vue de Schumpeter. Les mécanismes qu'il décrit ne s'appliquent évidemment pas à tout, il y a plein de critiques qui ont montré que c'était pas toujours vrai, qu'on pouvait avoir de la création sans destruction. Mais ce qui pose vraiment problème pour nous, c'est d'y voir quelque chose de systématiquement bénéfique. Alors, on va essayer de nager un peu à contre-courant de ce flot schumpetéro-macroniste et montrer que finalement, la glace du Fresh Pond, elle aurait peut-être encore sa place dans le monde du 21e siècle. Je vais pas passer par 4 chemins, il faudrait peut-être qu'on détruise tout court, sans créer, en tout cas pas au sens capitaliste du terme. Pour le fil rouge de la glace, ce serait donc abandonner l'utilisation généralisée des systèmes réfrigérants dont nous avons parlé tout à l'heure. Et je parle pas forcément de votre frigo, non, on va plutôt prendre l'exemple de la climatisation, parce que non seulement il fonctionne exactement sur le même principe que celui qu'on a décrit tout à l'heure, mais qu'on a vu en plus que les rois persans, il y a 2500 ans, ils avaient déjà trouvé des méthodes très simples pour refroidir leur maison.
Enfin très simple, plus simple qu'un climatiseur. Et dans un contexte de réchauffement climatique, la question de la climatisation, elle est pas tout à fait inintéressante. Le problème, il est double, et on retrouve bien cette dualité dans le système qu'on a expliqué tout à l'heure. Comme on l'a dit, on utilise aujourd'hui de l'énergie électrique pour faire fonctionner nos climatiseurs. Donc forcément, ça consomme. Pour vous donner une idée, il y a aujourd'hui dans le monde près de 2 milliards de climatiseurs, principalement en Chine et aux États-Unis. Et si on mesure les besoins en électricité pour faire tourner toutes ces bouses à travers la planète, il y en a pour 10% de la production d'énergie mondiale. Et ça, c'est des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. 10% de la production d'électricité mondiale, hein. C'est juste énorme. Mais au cas où vous n'auriez pas remarqué, avec tout ce qu'on consomme et donc tout ce qu'on émet, parce que il est vraiment là le lien de cause à effet. La température globale de la planète augmente avec des événements invraisemblables, comme par exemple les canicules atroces qu'on peut voir actuellement en Inde et au Pakistan, avec des thermomètres qui dépassent les 50 degrés Celsius au mois de mai. Ben, si tout le monde a plus chaud, la demande en climatisation, elle va aussi augmenter. Toujours selon l'Agence internationale de l'énergie, on pourrait passer de 2 milliards de climatiseurs à 6 milliards d'appareils en 2050. Donc tripler la demande en électricité, qui est elle-même produite à 80% avec des énergies fossiles. Ce qui va donc empirer les émissions de CO2 et donc le réchauffement. C'est un cercle bien vicieux qu'on a là. Vicieux comme Édouard Philippe qui prépare 2027. Et le deuxième problème, il est aussi auto-amplifié. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le système, il ne fait pas simplement disparaître la température. Il se contente de prendre de la chaleur à l'intérieur et de la rejeter à l'extérieur. Maintenant, imaginez dans une grande ville, sachant que la population mondiale est de plus en plus urbaine, qu'absolument tous les bâtiments soient équipés d'un système d'air conditionné, et ben fatalement, la température de la ville à l'extérieur, on va relâcher toute cette énergie, et ben elle va augmenter. Rien qu'à Tokyo, où effectivement tous les bâtiments sont climatisés à 12 degrés Celsius, c'est pas tu risques le choc thermique en rentrant dans un supermarché, les chercheurs estiment que la climatisation fait augmenter en été la température extérieure de la ville de 2 degrés Celsius. Ce qui naturellement rend l'installation de climatisation dans toutes les habitations obligatoire puisqu'il fait hyper chaud. Parce qu'on climatise, on rend les centres-villes invivables sans climatisation. Alors du coup, si ça devient invivable, on fait quoi? On va pas interdire la clim, on va pas laisser crever les gens. Eh ben non, mais on peut essayer de revenir en arrière, de s'opposer au principe tout puissant de rentabilité économique pour explorer d'autres stratégies qui n'auront pas nécessairement en ligne de mire les bénéfices, mais justement d'autres objectifs comme la préservation de l'environnement, la qualité de vie ou la durabilité de nos modes de vie. Ou tout simplement le fait de pas crever. Foutre un arbre au milieu de la rue, c'est pas que du marketing comme ce qu'on a pu voir dans la vidéo sur la méthode Miyawaki. Non, parce qu'en apportant de l'ombre et puis de la fraîcheur, de l'évaporation d'eau également quand il y a du soleil, on va préserver autant de fraîcheur que 5 climatiseurs, pour aucune énergie. C'est des estimations des responsables climat de l'ONG CARE, je sais pas ce que ça vaut ces chiffres, mais voilà, c'est pour faire une idée quoi. Foutre de la glace en hiver dans des souterrains urbains pour pouvoir réutiliser cette fraîcheur en été, c'est ce que faisaient les Iraniens, ça paraît complètement délirant, mais il y a encore des mecs qui ont testé ça en 1981. Bon, le souci c'est que ça demande une gestion assez fine, ça demande quand même pas mal d'efforts. C'est en tout cas les résultats qu'a eu Theodore Taylor, un ingénieur en nucléaire américain, qui avait réussi à convaincre l'université de Princeton de faire installer un tel lac qui s'appelait The Ice Pond sous l'université pour pouvoir remplacer la climatisation. Ça marchait mais c'était chiant à gérer, c'était plus simple de faire installer des climatiseurs. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus en 1981. Mettre un petit peu de jus de cerveau pour remplacer des systèmes polluants et énergivores par des technologies plus rudimentaires mais optimisées et gérées avec précision, c'est sûr qu'on n'aura pas la rentabilité économique, la compétitivité si chère à Schumpeter. Mais on remplira sûrement d'autres objectifs, peut-être futiles, comme par exemple celui de pas tous crever d'ici un siècle. Au final, cette histoire d'industrie de la glace, elle montre bien que depuis le début de la révolution industrielle, et sûrement depuis bien avant dans une moindre mesure, c'est la rentabilité économique qui dicte toute évolution, toute innovation, soumise à la fameuse destruction créatrice. Mais si on prend un point de vue qui n'érige pas le profit en valeur absolue, en but ultime par lui-même, on se rend vite compte qu'une grande partie de ces innovations ont plus été des destructions destructrices qu'autre chose. Et comme avec notre exemple des Iraniens, en regardant par-dessus notre épaule, on devrait trouver un certain nombre de solutions anciennes qui aujourd'hui peuvent nous paraître désuètes, mais agrémentées de nos connaissances techniques modernes, pourraient offrir un futur différent, sûrement décroissant puisqu'allant à l'encontre de la destruction créatrice, mais vivable. Et c'est notamment une des promesses d'Elotech dont j'aimerais bien qu'on puisse parler dans un autre épisode de Sortie d'usine. Schumpeter justifiait l'innovation et la rentabilité à tout prix par son concept de destruction créatrice. On pourrait donc justifier un changement de paradigme et un retour à des technologies bénéfiques pour l'humanité tout entière, et non à une poignée de puissants qui en seraient à l'origine, par un concept de régression salvatrice.
Eh ouais Choumpy, nous aussi on peut dire des gros mots. Sur cette note d'espoir et en ouvrant une nouvelle fois un sujet qu'on essaiera d'explorer dans une prochaine vidéo, cet épisode de Sortie d'usine est désormais terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et peut-être que vous aurez appris des choses. Moi j'en ai appris en tout cas en l'écrivant et c'est sûr que j'ai passé un bon moment. En attendant, vous pouvez aller voir ou revoir, ça fait pas de mal, une de mes vidéos préférées sur l'industrie de la douleur, avec en personnages principaux les membres démoniaques de la famille Sackler, ou cliquer sur cette vidéo que l'algorithme aura choisi pour vous. Comme d'habitude, essayez d'être agréable avec votre entourage et de vous lever de bonne humeur le matin. On est en mai, faites ce qu'il vous plaît, juste essayez de pas mettre la clim tout de suite. C'était Alcide pour Sortie d'usine, je vous fais des gros bisous, à ciao, bonsoir.